Eh bien, dans les locaux de la DGEC, vous avez un lobby allemand qui s'appelle l'OFATE, l'Office franco-allemand de la transition énergétique. En fait, c'est un lobby de promotion du modèle allemand au sein de nos ministères. On a des ingérences clairement établies. Vous avez une galaxie d'acteurs allemands ou d'acteurs écologistes financés par l'Allemagne pour détruire le modèle français parce que les Allemands ne peuvent pas supporter la compétitivité du nucléaire français vis-à-vis de leur système électrique. Bonjour Fabien Bouglet, merci de nous avoir rendu visite à Boulevard Voltaire. Bonjour Marc Baudrier. Voilà, vous êtes expert en politique énergétique, vous avez publié de nombreux livres, Guerre de l'énergie, Nucléaire, les vérités cachées, Éolienne, la face noire, vous les avez tous publiés aux éditions du Rocher. C'était important de vous avoir parce que derrière la politique intense, les débats politiques intenses qu'on vit aujourd'hui, eh bien, la guerre de l'énergie fait rage avec de nombreuses batailles, on va en parler, et un impact direct sur notre vie quotidienne. C'est le chauffage, ce sont nos déplacements, ce sont la vie de nos usines, ce sont les éoliennes, ce seront les factures des particuliers. Vous nous direz si on doit s'attendre à des factures qui explosent d'ailleurs dans les mois qui viennent. Alors on va parler de notre fausse amie l'Allemagne, on va parler des exigences de Donald Trump en matière d'énergie, mais auparavant je voulais qu'on parle de votre sujet de prédilection qui sont les éoliennes. Et je voulais vous poser la question, est-ce que les oiseaux auront raison de nos éoliennes? Parce qu'elles saccagent les paysages, ces éoliennes, mais elles tuent aussi des oiseaux. Et la justice vient d'ordonner l'arrêt du parc d'éoliennes d'Aumelas dans l'Hérault pendant 4 mois pour préserver les faucons. Ça a même fait un sujet du 20h de France 2. Alors, les éoliennes auraient provoqué la mort de 160 animaux de cette espèce protégée. Alors, que s'est-il passé, Fabien Bouglet ? En fait, il faut bien comprendre que ça fait des années que les écologistes luttant contre la pollution éolienne alertent sur l'impact sur la biodiversité des éoliennes. Vous avez l'impact sur les vaches, l'impact sur les cétacés en mer, l'impact sur les chauves-souris et l'impact direct de ces hachoirs à faucons, puisque les éoliennes coupent en deux les animaux, notamment les rapaces, et ce sont des oiseaux protégés. Et face à ces alertes, on avait d'une manière générale une négation de la filière éolienne et des exploitants éoliens qui nous disaient mais non, il n'y a pas de causalité entre la mort des vaches et les éoliennes, il n'y a pas de lien de causalité entre la mort les échouages de cétacés et les éoliennes, il n'y a pas de lien de causalité entre les éoliennes et le fait que les rapaces soient déchiquetés en deux. Et finalement, il y avait quand même des alertes qui avaient été établies par le Conseil national de la protection de la nature, qui est une instance du ministère de l'écologie et qui est vraiment le gardien du temple de la biodiversité et dont le travail est vraiment formidable. Et ce CNPN avait déjà alerté il y a 3 ou 4 ans dans un rapport sur les effets cumulés des éoliennes en mer au large des côtes françaises en disant que ça allait conduire à une destruction des espèces marines. Et toujours cette négation de la part des exploitants éoliens, qui évidemment font leur business sur la production d'éoliennes, et si les pales ne fonctionnent pas, il n'y a pas d'électricité. Et là, patatras, à 2 reprises des décisions fondamentales en France, historiques, particulièrement historiques, qui condamnent des exploitants éoliens pour l'avoir tué, 160 oiseaux protégés pour le premier parc et un aigle royal pour le second parc. Oui, parce que ce sont 2 décisions qui ont été prises coup pour coup par le tribunal correctionnel de Montpellier. Voilà, alors parce que, donc à Montpellier, François Domar, qui est le président du même groupe, le groupe Valeco, qui exploite des éoliennes, il a été condamné à 40 000 € d'amende par le tribunal correctionnel
Montpellier, vous le disiez, pour la mort d'un aigle royal. Là, cette voilà, fois-ci, alors ça c'est le premier. tué par les éoliennes. Voilà, et l'autre c'est Bruno Bensasson, qui a été président non pas de Valeco mais de EDF Éolienne, EDF Énergie Renouvelable, qui lui a été condamné à 6 mois de prison avec sursis et 100 000 euros d'amende, dont 70 000 euros sans sursis. Donc on a 2 grandes condamnations et même des peines de prison. Donc effectivement, c'est absolument historique. Les dernières et les condamnations importantes qu'on a connues dans le monde, je l'ai écrit dans mon livre Éolienne, la face noire de la transition écologique, c'était une condamnation d'un exploitant éolien. Je le montre, il est là, voilà. Qui avait, parc éolien aux États-Unis, où il y avait 160 oiseaux qui avaient été, notamment des rapaces, qui avaient été détruits par le parc éolien. Et il y avait eu une condamnation, et ils avaient plaidé coupable de $1 million contre l'exploitant éolien, qui était condamné de la même manière à mettre en place des systèmes d'effarouchement de ces oiseaux. Et donc, c'est le début en Europe, hein, c'est le début de l'hécatombe des condamnations pénales. Je pense que ça va se succéder. C'est ce que je voulais vous demander. Quelle sera la conséquence pour l'exploitation de ces éoliennes? Il y a quand même, le groupe Valeco a été sommé par la justice d'arrêter ces éoliennes pendant 1 an. Vous imaginez, ça veut dire que vous n'avez pas de production éolienne et électrique pendant 1 an. Vous perdez 1 an de chiffre d'affaires. EDF Énergie Nouvelle perd 4 mois de chiffre d'affaires. Donc en termes de rentabilité et de subvention, eh bien, ils sont privés de leur subvention. On imagine que ces condamnations judiciaires vont handicaper les projets à venir, non? De toute façon, on avait un mouvement depuis quelques années des cours administratives d'appel qui condamnaient fortement, notamment la cour administrative d'appel de Versailles, qui avait empêché et annulé des parcs éoliens pour l'impact sur des chauves-souris, pour l'impact sur la cigogne noire. Et donc, on a tout un ensemble d'oiseaux qui sont protégés. Et c'était d'ailleurs tout à fait étonnant parce que la Ligue de protection des oiseaux, qui touchait de l'argent des exploitants éoliens en faisant des partenariats avec eux, était plutôt timide sur la question de la protection des oiseaux. Et ce qui est tout à fait intéressant dans cette histoire d'aigle royal et de faucon cresserelle, c'est que c'est France Nature Environnement qui est un fort partisan de la filière éolienne, puisqu'elle a été partenaire de Engie, et notamment de soutien des éoliennes en mer. On voit qu'il y a une sorte de revirement et depuis quelques mois, depuis quelques années... Ils ont été plus offensifs sur ces histoires d'oiseaux massacrés. Voilà, la Ligue de protection... la Ligue de protection des oiseaux. Non, la Ligue de protection des oiseaux et France Nature Environnement sont en train de revirer leur cutille sur le sujet. Et je les ai beaucoup éreintés dans mes livres. France Nature Environnement est beaucoup plus ambiguë parce qu'on peut penser qu'elle s'inscrit dans une guerre commerciale entre Engie et EDF, puisque en fait, France Nature Environnement a attaqué des parcs éoliens d'EDF, alors que France Nature Environnement est partenaire d'Engie. Il y a une petite ambiguïté qu'il faut lever et je pense que cette action n'est pas anodine. Mais l'action de France Nature Environnement est salutaire pour mettre en avant le caractère polluant et écocide. Écocide, je dis très clairement, les éoliennes sont écocides. Les éoliennes tuent. Et pas, d'ailleurs, les éoliennes tuent, et pas simplement que les animaux, parce qu'on parle des animaux, mais il y a énormément d'études internationales qui montrent que la proximité des éoliennes peut avoir des impacts sur la santé humaine avec les infrasons qui créent le syndrome éolien. Et d'ailleurs, on a eu une décision de justice dans le sud de la France qui a condamné des exploitants éoliens pour troubles anormaux de voisinage. On voit, il y a une constellation d'actions judiciaires des victimes de la pollution éolienne, soit des victimes de la biodiversité, soit des victimes humaines, et ça ne fait que commencer. Fabien Boulay, que répondent les écologistes qui sont très favorables à ces éoliennes et les exploitants d'éoliennes? Est-ce qu'ils crient au feu? Oh non, mais ils disent que la nécessité l'emporte pour la décarbonation et le net zéro à effet 2050. Vous voyez, ils disent que c'est absolument nécessaire de déployer les éoliennes et les panneaux solaires pour sauver la planète. Le problème, c'est qu'en France, on a une question fondamentale,
c'est que la France, avec son parc électronucléaire et ses barrages, Alors, est déjà justement, décarbonée. Donc, Alors justement, on va y venir. Alors, parce que pour l'instant, en tout cas, l'État continue. La programmation pluriannuelle de l'énergie, qui expose les grandes lignes de la stratégie énergétique française pour les 10 prochaines années, elle a rendu son verdict. Donc, pas de nouvelles centrales nucléaires. Je parle sous votre contrôle. Pas de nouvelles centrales nucléaires d'ici 10 ans, mais plus de 5000 mâts d'éoliennes nouveaux là, En mer. à construire En mer. éoliennes en mer, et puis 2 fois plus d'éoliennes terrestres, Voilà. en plus de celles qui sont en mer, et puis 4 à 5 fois plus de panneaux solaires. Tout à fait. Donc ça ne va pas dans le sens de décisions judiciaires, en tout cas. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, Pourquoi est-ce que la France poursuit avec autant d'acharnement cette stratégie? Alors, il y a une précision à donner. La programmation pluriannuelle de l'énergie est un plan à 10 ans, mais jusqu'à présent, ce plan n'est qu'un projet. La programmation pluriannuelle de l'énergie n'a pas été fixée et elle a été fixée par l'ensemble de l'écosystème institutionnel sur la base des données d'il y a 3-4 ans, alors que le monde a bougé, que les enjeux internationaux et géopolitiques en matière d'énergie ont bougé, qu'il y a eu la guerre en Ukraine, qu'il y a eu Donald Trump qui a été élu, qu'il y a eu de nombreuses situations en France avec la crise gazière, le sabotage de Nord Stream. Il y a énormément de données et on voit des hauts fonctionnaires préparer un plan pluriannuel de l'énergie qui voudraient passer par décret à la hussarde sans travail parlementaire. Et en fait, c'est pour ça que nous travaillons, et j'ai dans le cadre d'une conférence de presse au Sénat, organisée avec le sénateur Horizon Vincent Louot, nous avons organisé une conférence de presse et à l'issue de laquelle ont été publiés un appel à cesser la programmation pluriannuelle de l'énergie, à la revoir complètement et à créer un groupe de scientifiques pour préparer un plan à 50 ans de politique énergétique sérieux. Et jusqu'à présent, donc cet appel a été signé par 70 parlementaires et par 20 anciens dirigeants de la filière énergétique. Et jusqu'à présent, le Premier ministre n'a pas promulgué, comme c'était prévu, le plan pluriannuel de l'énergie. Il a prévu un débat parlementaire fin avril. Et nous sommes en discussion avec les autorités pour qu'il y ait un travail parlementaire, qu'il y ait une loi et que l'on arrête cette politique d'énergie intermittente. Il faut savoir une chose fondamentale. Oui, donc c'est un projet qui n'a pas, pour l'instant, encore été gravé dans le marbre. Tout à fait. On a les exploitants... Est-ce que vous avez bon espoir? Est-ce qu'il soit amendé dans le bon sens? Oui, compte tenu du poids des écologistes, on en reparlera peut-être dans toutes les instances Oui, parce que, en fait, si vous voulez, cette programmation pluriannuelle de l'énergie voulue par les exploitants éoliens et écrite par les exploitants éoliens avec la complicité des écologistes, c'est l'ancien monde. C'est l'ancien monde. On est dans l'ancien monde. Nous, on représente le monde d'après. La nouvelle vision, le sens de l'histoire. Vous voyez, eux, ils sont dans la fin de l'histoire. Donc, ils sont dans la fin de leur histoire. C'est exactement ce qu'ils disent. Ils disent que les énergies classiques anciennes sont dans l'ancien monde et qu'il faut passer au nouveau, les éoliennes. Alors, dans ce cas... Donc, vous leur retournez le compliment, si je comprends bien. Oui, parce qu'en fait, partout dans le monde, les éoliennes sont arrêtées. Donald Trump a arrêté l'installation d'éoliennes en mer et fortement arrêté l'installation d'éoliennes terrestres aux États-Unis. Vous avez la plupart des exploitants éoliens qui s'effondrent en bourse avec une perte de 80 à 90% du cours de bourse. Vous avez la plupart des fabricants d'éoliennes occidentales qui sont moribondes avec l'émergence des éoliennes chinoises. Donc, si vous voulez, vous avez Siemens Energy qui a connu de fortes fragilisations de ces éoliennes. On ne peut pas dire que ce soit l'avenir. On peut même dire qu'on est en train d'assister à une déroute financière, écologique, de quelque chose qui a montré sa décadence. Je vais vous donner un exemple. Il s'avère que dans le système énergétique français, vous avez une priorité de réseau de l'électricité d'origine éolienne et panneaux solaires. Mais l'électricité d'origine éolienne et panneaux solaires est subventionnée. Alors, quand vous avez trop d'électricité, on est obligé de baisser la production nucléaire. C'est ce qu'on appelle l'effacement. Alors, en fait, il faut comprendre une chose. On a eu, en quantité, c'est pour bien que vous compreniez, on a eu 30 TWh d'électricité nucléaire qui ont été abaissés. 30 TWh. Ça représente 70% de la production éolienne l'année dernière.
C'est-à-dire qu'en fait, on a subventionné une électricité d'origine éolienne dont pour la plupart, on n'en avait pas besoin parce qu'elle était déjà existante avec nos centrales nucléaires. Et un rapport de l'inspecteur de la sûreté d'EDF, l'amiral Jean Casabianca, qui a rendu un rapport début février, explique que l'effacement des réacteurs nucléaires conduit à l'arrêt des réacteurs nucléaires, et ces arrêts peuvent poser des questions en termes de sûreté de nos réacteurs nucléaires et des questions sur le modèle économique. Eh bien, tout cela crée un impact économique considérable et a un impact sur la facture d'électricité des Français qui sont obligés de payer cet effacement du nucléaire. Donc, vous voyez, on voit bien que leur système est à bout de souffle. Leur système est en train de montrer sa propre inutilité. En tout cas, le système des éoliennes et des énergies intermittentes. Et le nucléaire a bien fait ses preuves. 50 ans après le plan Mesmer, nous bénéficions, notre électricité, ce qui nous anime, est à 70% d'origine nucléaire et 10-15% d'hydroélectricité. Ça n'a pas beaucoup bougé et ça a montré son succès sur 50 ans. Donc, alors justement, alors on reparlera des États-Unis tout à l'heure, oui. Mais ça a montré son succès depuis 50 ans et tellement que l'Allemagne en a pris ombrage, si je comprends bien, et que nos amis allemands ne nous font pas tellement de cadeaux sur cette énergie, la manière dont on la produit, cette énergie nucléaire. Racontez-nous, comment est-ce qu'ils nous mettent des bâtons dans les roues et comment ils tentent d'handicaper la France finalement en attaquant notre nucléaire. En fait, si vous voulez, l'Allemagne a fait, avec Gerhard Schröder, depuis la fin des années 90, le choix de ce qu'ils appellent l'Energiewende, qui est l'idéologie allemande, qui est liée à l'alliance entre le SPD et les Verts allemands, qui est basée sur les éoliennes et les panneaux solaires, qui représentent d'ailleurs 55% de leur mix énergétique, de leur mix électrique, et couplé avec du charbon. Et comme le charbon était très polluant, ils l'ont fait avec le gaz. Et pour avoir du gaz pas cher, ils ont fait un accord avec Vladimir Poutine et ils ont exclusivement approprié le gaz d'origine russe, ce qui leur a posé d'énormes problèmes au moment de la guerre en Ukraine. Ce modèle, ils ont voulu l'imposer à l'Europe entière pour devenir le vassalisateur des pays européens par l'énergie, en imposant l'installation d'éoliennes dans les pays avec des plans politiques locaux ou alors avec des lobbyistes au niveau de la Commission européenne. Et de ce fait, pour contribuer à ce modèle à énergie intermittente couplée au gaz, il fallait détruire le nucléaire français. Et là, ils ont mené des opérations, et ils mènent toujours des opérations de guerre informationnelle, de guerre politique contre le nucléaire français, qui s'est traduit par des accords entre les Verts allemands et les Verts français. Et Dominique Voynet en est l'exemple le plus parfait, puisqu'elle a avoué avoir obtenu la fin de Superphénix, qui était le réacteur à neutrons rapides de nouvelle technologie pour lequel la France avait 30 ans d'avance. Et elle a avoué avoir outrepassé sa feuille de route qui avait été fixée par le Premier ministre de placer le nucléaire dans les énergies d'avenir à l'échelle européenne. Donc, si vous voulez, vous avez un sabotage politique, vous avez un sabotage informationnel produit par l'Allemagne. On a découvert, l'école de guerre économique a dévoilé un rapport sur l'action des fondations allemandes en France. En France. Et donc, si vous voulez, l'Allemagne, à l'échelle européenne, à l'échelle française et en Europe, au sein même de nos ministères, il faut rappeler quand même que je dévoile depuis des années qu'au sein de la Direction générale de l'énergie et du climat, alors pour expliquer à nos téléspectateurs ce qu'est la DGEC, c'est l'État profond, on parle souvent d'État profond, ce sont les hauts fonctionnaires qui fixent la politique énergétique, c'est eux qui fixent la programmation pluriannuelle de l'énergie. Eh bien dans les locaux, la DGEC, c'est Direction générale de l'énergie et du climat. Donc c'est vraiment les hauts fonctionnaires qui rédigent. Eh bien, dans les locaux de la DGEC, vous avez un lobby allemand qui s'appelle l'OFATE, l'Office franco-allemand de la transition énergétique, qui est l'ancien bureau de coordination des éoliennes et qui est en fait un lobby allemand installé dans nos lieux de décision de la politique énergétique française. Et c'est un lobby de déploiement des éoliennes et du gaz. En fait, c'est un lobby de promotion du modèle allemand au sein de nos ministères. Celui d'Agnès Pannier-Runacher. Faut quand même comprendre la situation dans laquelle on est. On a des ingérences clairement établies, il y a un site internet, et quand vous tapez sur ce site internet de l'OFATE, eh bien vous vous rendez compte que l'adresse de ce site, c'est
au ministère de l'Industrie allemande. Et le représentant en France de ce lobby, c'est un Allemand. Et qui a l'indicatif écologie.gouv.fr dans son email. C'est-à-dire qu'on a un Allemand. Et... Donc, c'est pour vous dire que vous avez une galaxie d'acteurs allemands ou d'acteurs écologistes financés par l'Allemagne pour détruire le modèle français parce que les Allemands ne peuvent pas supporter la compétitivité du nucléaire français vis-à-vis de leur système électrique. Et ils utilisent largement aussi l'Union européenne. Et ils utilisent l'Union européenne avec leur copine Van der Leyen, qui est allemande. Et ils ont installé, cette dernière a installé 2 vice-présidents, un espagnol et un autre danois, je crois, de mémoire, fortement antinucléaires. Alors, question plus politique, Fabien Bouglet, les écologistes, lors des derniers scrutins, ont obtenu des scores très faibles, 5,5% en France, lors des européennes, et c'était un échec patent. Est-ce que ce poids, on a le sentiment qu'il ne se traduit par rien du tout dans ce nouveau poids très faible? On a l'impression qu'il est au contraire que ces écologistes n'ont rien perdu de leur influence dans les instances européennes, en France et ailleurs, qu'ils pilotent toujours un petit peu les grandes masses. On le voit pour l'agriculture. Et on peut le voir aussi pour l'énergie. Est-ce que vous avez ce sentiment-là ou est-ce qu'au contraire, ils reculent Alors, on a un double phénomène. Ils encaissent un peu des défaites. Au niveau européen, incontestablement, on a perdu du terrain. Les écolos ont bien cornaqué à cause de la faiblesse de la France, parce que Séjourné n'est pas un commissaire européen à la hauteur. Quand vous dites on a perdu du terrain, c'est qui, la France ? La France. La France. La France. En France, on ne peut pas dire. Emmanuel Macron, en 2021 puis en 2022, avec les annonces de Belfort, a fait une renaissance du nucléaire, un enjeu majeur. D'ailleurs, ça avait été souligné dans la presse allemande. Donc, il y a une vraie volonté politique en France qui est liée à l'affaiblissement des écolos, parce qu'il sent bien qu'il a moins besoin de ces écolos et il ne veut pas se faire contourner par la droite, si on prend une logique purement politicienne. C'est ce qui avait fait... Il a changé d'avis. Il a changé d'avis. Mais, et c'est là où le bas blesse, c'est que vous avez une volonté politique qui s'exprime, mais... Et on l'a vu ces derniers temps, vous avez un ensemble, une galaxie d'opérateurs antinucléaires qui sont installés au sein de nos institutions. À l'Élysée, par exemple. À l'Élysée, Benoît Faraco, c'est l'ancien bras droit de la Fondation Nicolas Hulot, et c'est l'ancien porte-parole de Réseau Action Climat, qui est un réseau qui a compris Greenpeace, WWF et beaucoup d'associations antinucléaires, et qui d'ailleurs a reçu des fonds des fondations allemandes. Donc on a, comme conseiller énergie du président de la République, quelqu'un foncièrement antinucléaire. On a à la Cour des comptes, et j'ai dévoilé ça, des rapports qui sont publiés à la Cour des comptes, alors qu'il y a parfaitement à la Cour des comptes des opérateurs antinucléaires. On avait même un rapport sur l'éolien qui avait été rédigé et dont le président de la section énergie était l'ancien directeur de cabinet de Dominique Voynet lorsqu'elle était ministre de l'Environnement. On a à la DGEC des gens foncièrement antinucléaires. On a donc, si vous voulez... on a à l'ADEME, l'Agence de la transition énergétique, des antinucléaires notoires. Donc vous avez comme ça une galaxie d'opérateurs. On a M. Piechazich, qui est à la tête de RTE. Xavier Piechazich, il est à la tête de la société la plus importante de la distribution de l'électricité en France. RTE, c'est Réseau de transport d'électricité. Ce sont les lignes à haute tension. Qui était M. Piechazich ? C'était le maître d'œuvre de la loi de la baisse de la part du nucléaire et du développement des éoliennes dans le cabinet de François Hollande. Donc, si vous voulez, vous avez comme ça une galaxie d'opérateurs qui continuent à agir et qui font de tout leur poids de gouvernance là où ils sont installés pour ralentir la volonté politique de déploiement du nucléaire en France. Et ils font de tout leur poids pour continuer le modèle allemand. C'est une véritable 5e colonne, je l'ai dit dans Valeurs Actuelles, je l'ai écrit, il y a une 5e colonne en France qui agit contre les intérêts fondamentaux, les intérêts vitaux de la France en matière énergétique. Et c'est très grave. Et c'est très grave. Et j'en appelle aux parlementaires d'enquêter sur cette situation parce que on ne pourra pas continuer comme ça. Il ne peut pas y avoir une volonté politique et des acteurs qui font tout pour mettre des cailloux, et c'est plus que des cailloux, c'est des entraves à cette volonté politique. Et la programmation pluriannuelle de l'énergie
qui fait la part belle aux énergies intermittentes, elle est la traduction de cette gouvernance énergétique totalement vérolée par le cancer antinucléaire qui s'est installé dans nos institutions. Donc le message est lancé aux parlementaires français. Oui, j'ai bon espoir, je le dis, je sais que, et en particulier au Sénat, je sais que les parlementaires commencent à prendre conscience. Pourquoi ? Parce que sur le terrain, ils voient les boulangers qui sont en train de faire faillite à cause de l'explosion du prix de l'électricité. Ils voient les conséquences. Et donc les sénateurs, ce sont des gens qui sont beaucoup plus près du terrain. Ils connaissent les enjeux des ZFE, ils connaissent les enjeux de l'explosion de la facture d'électricité, les entreprises qui ferment, qui font faillite, et leurs concitoyens qui n'arrivent plus à se chauffer. Nous, évidemment, en région parisienne, c'est plus facile de ne pas avoir l'impact des ZFE. On a des transports en commun et globalement, on est plutôt préservé. Donc, c'est là où j'ai confiance dans le travail parlementaire. Et vous voyez, le Sénat, d'ailleurs, c'est au Sénat qu'on a fait notre conférence de presse grâce au sénateur Vincent Louault, et avec le sénateur Vincent Louault qui est déterminé sur le sujet. Alors cette situation, elle est d'autant plus grave, Fabien Bouglet, que Donald Trump secoue un peu le pucier, on va dire, et secoue l'Europe avec la mise en place de barrières douanières. Alors, il me dit, ça n'a rien à voir, mais pas du tout, parce que il met dans la balance des négociations avec l'Europe, eh bien, l'achat par l'Europe de l'énergie américaine. Hein. Donc, on sait que la Russie s'est retirée, que nous ne pouvons plus avoir accès aux ressources, notamment gazières russes. Est-ce qu'on a besoin de l'énergie américaine ? Alors, il faut comprendre, et ça c'est ce que j'ai développé dans mon livre « Guerre de l'énergie au cœur du nouveau conflit mondial », c'est que nous assistons à un conflit mondial généralisé énergétique. En fait, la guerre en Ukraine, c'est un tout petit volet de cette guerre. Hein. La guerre des temps modernes, c'est une guerre de l'énergie. C'est pour ça que je dis que la Troisième Guerre mondiale a commencé. Pourquoi ? Parce que depuis 2019, les États-Unis sont autonomes énergétiquement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les États-Unis peuvent exporter leur surplus. Ce qui n'était pas le cas avant. Hein. Depuis la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis avaient besoin d'importer de l'énergie. Depuis des dizaines et des dizaines d'années, la Russie est autonome énergétiquement. On a donc deux empires qui sont autonomes énergétiquement et qui peuvent vendre leur surplus au monde entier. Et au milieu, on a l'Europe qui dépend de 58% de ses importations d'énergie. 58, vous imaginez que 58% de notre consommation d'énergie fait l'objet d'importations. Des pays comme l'Espagne, l'Italie ou la Grèce, 75%, des pays comme l'Allemagne, 65%, et la France, grâce à son nucléaire, 44%. Donc la France est un des pays les moins dépendants énergétiquement. Évidemment que l'Europe est en grande situation de fragilité, et c'est pour ça qu'on n'entend pas parler de l'Europe, que l'Europe n'a pas de poids. Elle dépend totalement de ses fournisseurs. Le premier fournisseur, c'était la Russie. Et la Russie espérait bien vassaliser l'Europe pour le gaz et le nucléaire. Et la Russie espérait bien vassaliser l'Europe avec la complicité de l'Allemagne, avec ce gaz qui était couplé aux éoliennes et qui permettait de détruire le nucléaire français, concurrent du nucléaire russe, puisque ce sont les Russes les leaders mondiaux du nucléaire civil. Donc, Donald Trump a mis en place dans son premier mandat, et il l'accélère avec son second mandat, la politique du Freedom Gas, le gaz de la liberté. Pour être très clair, Rick Perry, en 2019, quand il vient, c'est un bras droit de Donald Trump, il dit la chose suivante. 75 ans après avoir libéré l'Europe de l'Allemagne nazie, les États-Unis viennent offrir une nouvelle forme de liberté au peuple européen, et ce n'est plus avec de jeunes soldats américains, mais c'est avec du gaz naturel liquéfié. Il y a dans la politique du gaz et du Freedom Gas une volonté des États-Unis de reprendre la main politique en Europe en faisant acheter de l'énergie en conséquence. Et Donald Trump vient le 14 février de créer le Conseil national de la domination énergétique. Hein, donc, le mot est frappant. Ben oui, parce que celui qui détient, c'est ce que j'explique dans mon chapitre 1, celui qui détient
les ressources énergétiques détient le pouvoir politique. Vous ne pouvez rien faire dans une société si vous ne disposez pas de système énergétique. Plus un pays dépend de ses fournisseurs d'énergie, plus un pays est dépendant et perd sa souveraineté. En réalité, mon livre, c'est juste l'expression que l'énergie, c'est la quintessence physique de la souveraineté. Sans énergie, il n'y a pas de souveraineté politique. Et donc, Donald Trump, Vladimir Poutine l'ont compris, nos hommes d'État n'ont rien compris. De Gaulle l'avait compris. De Gaulle l'avait compris, mais moi, je vois, c'est pathétique. Alors, j'ai fait je commence, des parlementaires commencent à se rapprocher de moi et je me rapproche d'eux, on commence à discuter parce qu'il y a réellement une incompétence institutionnelle sur la question. C'est-à-dire qu'il n'y a personne. Marc Baudrier, je voudrais vous signifier que l'État doit d'urgence mettre en place une cellule de guerre énergétique en France. Il n'y a pas de spécialiste étatique de la question. Et quand vous discutez avec des spécialistes étatiques, ils ne connaissent rien et ne maîtrisent pas. Je suis obligé de leur donner mon livre. C'est une catastrophe. Et donc, si vous voulez, il faut arrêter avec la ligne Maginot qui va faire arrêter l'Allemagne. Hein. Je veux dire, rappelez-vous, au moment de la Seconde Guerre mondiale, on croyait tous que la ligne Maginot allait empêcher l'Allemagne de rentrer en France. Non, il faut arrêter les illusions. Et la politique d'éoliennes couplée au gaz, le modèle Energiewende 2, est une illusion et nous amène dans le mur pour contribuer à notre vassalisation. Et c'est là, vous l'avez dit, De Gaulle avait raison, il crée, après la Seconde Guerre mondiale, le commissariat à l'énergie atomique, qui nous offre la bombe atomique et qui nous offre le nucléaire civil, et qui a assuré l'indépendance énergétique de la France. Et c'est pour ça que nous sommes combattus par les réseaux d'influence russes et par les réseaux d'influence américaine qui ont bien compris que le nucléaire civil était la solution pour l'Europe de se détacher de la vassalisation politique de la Russie ou des États-Unis. Et c'est pour ça que j'ai écrit un article dans Spectacle du Monde en juillet dernier. Le nucléaire, c'est l'Europe. Le nucléaire, c'est la paix. C'est la seule solution. Nous avons l'expertise, nous avons les meilleurs ingénieurs et nous avons travaillé sur cette technologie du nucléaire de nouvelle génération, ce qu'on appelle les réacteurs à neutrons rapides, pour lequel nous disposons sur le sol français de plus de 3000 ans de combustible. Et nous pourrons ainsi offrir à l'Europe les électrons de la liberté. La France pourra être le pays fournisseur des électrons de la liberté aux autres pays qui pourraient être vassalisés par le gaz russe ou le gaz américain. Et donc, le nucléaire, c'est l'avenir de l'Europe. C'est très clair. Hein. Trump, en attendant, pose ses conditions à l'Union européenne. Hein. Pas de levée de tarifs douaniers, c'est ce qu'il disait avant de les baisser opportunément il y a quelques heures. Pas de levée de tarifs douaniers sans l'achat de 350 milliards de dollars d'énergie américaine. Ben voilà. Ben oui, il l'a fait une fois que le gazoduc Nord Stream a été saboté, une fois qu'ils ont coupé la route du gaz historique qui passait par l'Ukraine, celle qui passait par la Pologne. Évidemment, il n'y a plus que la solution d'acheter du gaz naturel liquéfié américain. Alors nous, la France, on dépend moins parce que on n'a pas une technologie qui dépend du gaz grâce au nucléaire. Mais on achète énormément de gaz pour les Allemands. Parce que nous avons eu l'intelligence de créer des terminaux méthaniers, on en a 4 en France, ce que n'a pas fait l'Allemagne. Et donc, la France, elle peut être aussi le réceptacle du gaz américain. Mais il va falloir aussi qu'on explique à Donald Trump qu'on n'a pas spécialement envie d'être vassalisé, en tout cas ni par les Russes, ni par les Américains. Moi, j'ai dit dans mon livre que la seule solution pour faire baisser la facture du prix du gaz, c'était de diversifier nos sources d'approvisionnement. Mais en tout état de cause, je ne suis pas surpris par la politique de Donald Trump qui veut du charbon, du gaz et du nucléaire. C'est ça, et qui ne s'embarrasse pas ni d'éoliennes, ni d'autres il a arrêté toute politique éolienne, toute politique intermittente, mais ça ne le dérange pas d'en avoir en Europe, puisqu'il sait très bien que plus il y a d'éoliennes et plus il y a de panneaux solaires, plus on est obligé de compenser avec des centrales à gaz. Donc, évidemment, pour lui, c'est du pain béni d'empêcher le développement du nucléaire français.
Fabien Bouglet, 2 questions pour terminer. Dans votre livre Guerre de l'énergie, qui est sorti en septembre dernier, vous dites que la Troisième Guerre mondiale a commencé, vous nous l'avez redit, c'est une guerre de l'énergie. Elle a éclaté le 26 septembre 2022, dites-vous, avec le sabotage des gazoducs russes, vous savez, Nord Stream 1 et 2, qui reliaient la Russie et l'Allemagne par la mer Baltique. Alors ça reste un mystère épais. Est-ce que vous pouvez nous dire très rapidement ce qui s'est passé ? Alors, en fait, si vous voulez, ces gazoducs avaient été construits dans l'accord Schröder-Poutine, dans le pacte Schröder-Poutine, pour éviter que le gaz ne passe par l'Ukraine, qui avait été contrôlée par la CIA depuis la révolution orange de 2004, puis la révolution du Maïdan de 2014. Et donc, ces gazoducs permettaient le passage de 25% de la consommation du gaz européen venant de Russie. Évidemment, le fait... Considérable. Donc, le 26 septembre, les gazoducs sont sabotés. Sur les 4 tuyaux, il en reste un d'opérationnel. Donc, ça représente 27,5 milliards de mètres cubes par an. Et ces gazoducs signifiaient les tentacules de la Russie vis-à-vis de l'Europe. C'est-à-dire c'était vraiment le cordon ombilical de la Russie vis-à-vis de l'Europe et l'outil de vassalisation. Donc, il y a un lien étroit entre la guerre en Ukraine et le gazoduc Nord Stream 1 et 2, je l'explique assez longuement dans mon livre, mais ce qui est important de savoir, c'est que au-delà du commando qui a pu faire la chose, et ça s'oriente quand même sur un commando ukrainien selon beaucoup d'articles de presse et d'enquêtes fouillées, avec un bateau qui s'appelle l'Andromeda, dans lequel il y aurait eu un commando de 6 ou 7 personnes, piloté par un ancien général qui est devenu depuis ambassadeur d'Ukraine en Grande-Bretagne. Le commando a été préparé et financé par des hommes d'affaires ukrainiens. Mais je dirais, peu importe qui l'a fait. Le plus important, c'est la parole de Joe Biden lorsque Olaf Scholz vient aux États-Unis dans une conférence de presse de février 2022. À ce moment-là, Joe Biden dit si la Russie envahit l'Ukraine, il n'y aura plus de Nord Stream 2. Et la journaliste lui demande des précisions et elle dit, la journaliste, comment comptez-vous faire ? Et il dit, je peux vous assurer que nous sommes en mesure de le faire. Évidemment, le sabotage de Nord Stream 1 et 2 a permis à ce que les commandes européennes de gaz passent de 100 milliards d'euros à 400 milliards d'euros. Européenne de gaz vis-à-vis... Après, c'est-à-dire qu'on a dû importer... L'Europe a dû importer pour 400 milliards d'euros, contribuant à l'explosion de la facture d'électricité, puisque, rappelez-vous, le marché européen de l'électricité est indexé sur l'unité de production la plus chère, et la plus chère, c'était la centrale électrique au gaz. Donc ça a eu des impacts considérables sur nos concitoyens. Outre les subventions sur les éoliennes et les panneaux solaires que nous finançons, outre le coût des raccordements de ces éoliennes, il y a aussi l'impact du prix du gaz sur le marché européen. Donc toutes ces données-là font exploser la facture d'électricité. Et si on continue, eh bien, évidemment, les États-Unis ont intérêt, parce qu'ils nous vendent le gaz qu'ils nous vendent à nous, ils le vendent 4 fois moins cher dans le marché domestique. Donc, les entreprises et les industries américaines bénéficient, c'est le deuxième effet qui se coule, si je puis dire, d'une énergie à bas coût par rapport à l'énergie que s'impose l'Europe en achetant du gaz américain. Et on dit même, et selon les Échos, un article récent des Échos, explique que les financiers américains sont en train de dealer avec Poutine et des représentants de Poutine pour créer une sorte de droit de péage sur la relance de Nord Stream. C'est-à-dire que les Américains contrôleraient le passage du gaz en Europe venant de Russie. Donc en fait, ils seraient distributeurs du gaz russe en Europe. Effrayant. L'Europe d'un don de la farce, toujours. Dernière question très courte. Est-ce qu'il faut s'attendre à payer plus cher nos factures d'énergie, d'électricité, par exemple, à court terme, à court ou moyen terme ? À court terme, on continuera de payer cher tant que on paiera 2 fois plus cher si le plan pluriannuel de l'énergie tel qu'il est proposé est voté et adopté, soit par la loi, soit par un décret. On continuera à payer très cher si le marché européen de l'électricité donne une priorité de réseau
aux éoliennes et aux panneaux solaires. On continuera à payer très cher si on continue à subventionner les éoliennes et les panneaux solaires. Et on continuera à payer très cher si on continue à raccorder des éoliennes et des panneaux solaires. En gros, si on arrête la politique d'énergie intermittente, si on arrête leur raccordement, si on arrête la priorité de réseau des éoliennes et des panneaux solaires, si on modifie les règles de marché, normalement, nous devrions avoir une baisse de la facture d'électricité des Français. Moi, j'ai établi un plan pour une nouvelle politique énergétique de 7 pages que j'ai pu transmettre, que j'ai rédigé avec André Merlin, l'ancien patron de réseau de transport d'électricité. Et il y a des possibilités de faire baisser la facture d'électricité. Mais c'est urgent. Et je le dis, les Français n'ont pas conscience à quel point c'est dramatique. Ils en ont conscience sur leur facture, mais ils n'ont pas conscience à quel point cette question clé de l'énergie est centrale pour l'économie et leur cadre de vie. Et donc, il y a urgence à réagir et il y a urgence que le gouvernement, François Bayrou, le président de la République, change la donne en la matière et arrête d'être influencé par les lobbyistes de l'Allemagne ou les lobbyistes de la filière énergétique des énergies intermittentes. Voilà, nous aurons tenté en tout cas d'éclairer les Français sur ce point crucial. Merci Fabien Bouglet, je recommande votre livre « Guerre de l'énergie au cœur du nouveau conflit mondial » aux éditions du Rocher, livre récent. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Allez visiter notre site bvoltaire.fr, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et à Boulevard Voltaire, le grand quotidien de la France droite. C'est indispensable et c'est gratuit. Soutenez aussi notre combat, c'est important. Vous trouverez toutes les modalités de dons sur notre site et puis on se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau grand invité.